Sa colère était si grande qu'il saisit la queue de la reine. Tout le monde fut décontenancé par sa réaction. Le sable fin et ocre de la fosse était un terrible absorbant de sang. La pâte granuleuse adhéra à la profonde entaille sur la cage thoracique d'Owen, étanchant et infectant la blessure en même temps. Chaque gorgée tirait sur ses muscles déchirés, tandis que sa respiration tendait sa gorge comme une scie dentelée. Le champion Vorlo, une créature monstrueuse avec 4 bras épais et solides comme de la roche, rugit en face de lui faisant trembler l'air même. Une démonstration rituelle de domination, le rugissement était destiné à intimider son adversaire. Tous les autres en avaient profité. Owen ne pouvait pas se permettre d'avoir peur. Il était à court d'énergie, et avoir peur était un gaspillage de celle-ci. Cracha un amas de sable taché de sang. Au lieu d'utiliser sa maigre force pour affronter la charge du Vorlo, il simula une chute et se déplaça latéralement. Un mouvement théâtral et pitoyable, sa jambe gauche s'effondra sous lui, et les milliers d'aliens écailleux entassés dans l'immense arène poussèrent un sifflement collectif de désapprobation. Le guerrier déshonorable et faible aux avant-bras cria une fois de plus 7 fois avec victoire et se précipita en avant pour porter un dernier coup qui ravit les spectateurs. Owen a finalement eu la chance qu'il espérait. Owen donna un coup de pied avec sa bonne jambe, non pas au Vorlog, mais au sable sous ses pieds, alors qu'il levait ses 2 poings supérieurs pour briser le crâne d'Owen. Un nuage de gravier et de poussière couvert de sang s'éleva dans les airs, altérant brièvement la vision du champion. À ce moment-là, Owen se releva d'un bond, après s'être effondré en s'évanouissant. Il tenait un fragment de métal récupéré d'une précédente mise à mort dans son poing. Malgré la douleur dans ses côtes, il continua à enfoncer l'éclat dans le tissu mou, juste sous l'aisselle gauche du Vorlog. Au lieu d'un cri de victoire retentissant, la bête laissa échapper un gargouillis surpris. Alors que sa masse massive élargissait l'incision, il trébucha en arrière, ses 3 membres survivants se tordant de douleur. Il atterrit et le sable le dévora. Un silence profond s'abattit sur l'arène, qui fut brusquement rompu par une symphonie de huées gutturales et de sifflements. La race humaine remporte un autre triomphe. Encore un acte de faiblesse dégoûtant. Alors qu'il vacillait, Owen leva les yeux vers les jours célestes. Couronnée sur un trône fait d'obsidienne polie et d'os, la reine Zarella était assise là. Son élégance mortelle était un spectacle à voir. Alors qu'elle se tenait dans la lumière vive du soleil, sa peau vert olive rayonnait de motifs émeraudes qui semblaient changer avec la lumière. Un visage félin d'une beauté acérée était encadré par une cascade de cheveux noirs verts. Elle le regardait sans émotion, ses yeux brillants d'un jaune-vert éblouissant. À côté d'elle, enroulée, se trouvait sa formidable queue blindée rayures vertes et noires, dont l'extrémité tressaillait presque imperceptiblement. Un prédateur suprême, habillé comme une reine, elle était à la fois séduisante et dangereuse. Un petit geste presque négligent de ses doigts indiquait sa désapprobation. Alors qu'Owen se battait pour sa vie dans la fosse, 2 soldats massifs l'attrapèrent par les bras et le sortirent, ses bottes traçant des sillons dans le sable. L'odeur de chair en décomposition et de désespoir pesait lourdement sur les enclos des esclaves. Jory, le dernier membre de son équipe, a été découvert recroquevillé sur une couchette en pierre. Un technicien de la salle des machines de l'Odyssée, le jeune homme était si terrifié que son visage était devenu pâle. « Tu as gagné », murmura Jory avec un tremblement dans la voix. Owen déclara « Je respire encore », en s'affalant sur la couchette à côté de lui. Quand cela a touché la blessure, il a sifflé et a placé une boule de tissu rugueux contre son flanc. Selon eux, c'est la seule chose qui compte. Ils prétendent que le combat déshonorable est la seule façon de gagner. Owen gémit, alors que des souvenirs de la lumière aveuglante et du crissement du métal déchiré envahissaient son cerveau, lui rappelant qu'il était le seul survivant de l'accident et le seul à avoir atteint une capsule de sauvetage. 3 jours plus tard, il découvrit Jory dans les décombres d'une autre capsule. Ils étaient les seuls survivants d'un équipage de 200 personnes depuis 3 mois. Puis la lourde porte s'ouvrit et le maître de l'arène entra dans les enclos.
Le vieux Vorlag, une masse imposante d'écailles patinées et de cicatrices, sa voix un éboulement. Humain. Owen resta immobile. « Quel désir as-tu » La reine était captivée, tandis que le vieux Vorlag grommelait son unique bon œil, évaluant la blessure d'Owen avec une indifférence professionnelle. Votre série de pitoyables triomphes l'a diverti. Jory redressa le dos surpris. Le droit de défi, demanda-t-il, la bouche esquissant un sourire non comique. Il combat la reine elle-même. S'il gagne, il gagne sa liberté. Voir l'espoir dans les yeux de Jory était déchirant. Mais pour Owen, il n'y avait rien d'autre que la certitude glaciale de sa propre mort. Rien que sa queue était plus adaptable que n'importe quelle lance ou épée. « Et si je perds » dit Owen, sa voix froide, se rappelant sa seule et unique rencontre avec la reine en combat, une exécution rapide d'un chef rebelle pendant laquelle elle avait fait preuve d'une vitesse et d'une sauvagerie vicieuse et élégante. La bouche du maître de la reine s'élargit en un sourire révélant des rangées de dents jaunies et pointues. Elle s'assurera que tu meurs rapidement. Cette nuit fatidique, Owen fut retiré des chenils et placé dans une cellule de pierre immaculée, le plus grand honneur qu'il recevrait jamais. Ils lui apportèrent de la pâte nutritionnelle sans goût de sable de l'eau et des bandes de tissu stériles pour panser ses blessures. Il n'avait pas été traité autrement que comme du bétail jetable depuis des mois, et l'acte lui-même était plus troublant que tout danger potentiel. Un autre invité se présenta le lendemain matin. Des écailles qui avaient pâli en un gris pâle trahissaient son grand âge. Probablement le conseiller royal, pensa-t-il. Elle dit « Tu es l'humain » d'une voix qui glissait gracieusement sur la pierre. Son regard était à la fois analytique et dédaigneux alors qu'elle le contournait. Un spectacle convenable est ce que la reine attend. Owen parlait sans la regarder, la prévenant de ne pas mourir trop tôt, pour ne pas la décevoir. Il jura de saigner pour elle, de crier pour elle, et que sa mort serait mémorable. Il fut escorté vers un terrain d'entraînement privé, un cercle de sable à ciel ouvert. Sa pratique était accompagnée de vieux drones en lambeaux. Il a ignoré la douleur atroce pendant des heures alors qu'il poussait son corps blessé. L'homme n'était pas enrôlé, ingénieur de métier. Des concepts comme l'énergie cinétique, les points de stress et le levier étaient au centre de sa pensée. Afin de trouver les points faibles dans l'armure métallique des drones, il plongeait et esquivait leur permettant de se surextendre et d'utiliser leur propre élan contre eux. Leur avion dédaigneux était observé par les gardes Vorlo. Ses actions manquaient des schémas contrôlés de leur bataille et étaient méchantes et chaotiques. Après cela, il le sentit un changement dans l'air, une ambiance plus lourde dans l'ensemble. Il leva les yeux vers le balcon ombragé qui surplombait la cour. Comme il le disait, la reine Zarvella l'observait intensément. Elle se débarrassa de ses soies royales et enfila une tunique en cuir sombre moulante. Aucun des deux ne parla à l'autre. Son regard brillant suivait chacun de ses mouvements, y compris ses fentes sauvages et ses parades maladroites. Il croisa son regard et à cet instant, il l'aperçut de nouveau à travers la cour. Pas du dédain, pas de rire, mais une expression fugace de ce qui semblait être une fatigue extrême, une profondeur et une somnolence profonde qui semblait déstabiliser un être aussi formidable. C'était la première chose depuis son arrivée sur ce monde maudit qui l'avait véritablement terrifié, une fissure dans son extérieur arrogant et impeccable. Chaud et haletant, le jour du droit de défier arriva enfin. Avec des dizaines de milliers de Vorlag hurlant et assoiffés de sang, la grande arène résonnait comme une entité vivante. Alors qu'il attendait dans le tunnel d'attente, Owen pouvait sentir le tumulte des corps qui l'oppressaient. 2 gardes tiraient un jury maladroit entre eux alors que le maître de l'arène s'approchait. Le vieux Vorlo râla « Un cadeau pour la foule pour faire monter les enchères ». Owen répondit « Non » d'une voix extrêmement basse. Les soldats dans son propre tunnel pointaient leurs lances énergétiques vers sa poitrine alors qu'il avançait. « Il n'est rien » haussa les épaules le maître de l'arène. Ils traînèrent Jory au milieu de l'arène et dirent « Une pièce cassée ».
Sa mort donnera un sens à votre combat. Owen croisa le regard terrifié du garçon. Owen, le maître de l'arène, a sorti une épée courbe et a brutalement tranché la vie de Jory avant qu'Owen ne puisse crier ou faire quoi que ce soit d'autre que de regarder avec une agonie impuissante. Des acclamations ont éclaté dans le public. Le silence est tombé sur Owen. Un bourdonnement lointain remplaça le rugissement. Les coups de soleil, le sable et l'odeur du sang et du papier de verre se combinaient pour le faire se sentir mal. Il ne restait rien. L'endroit glacé et sans vie dans sa poitrine, où son dernier vestige d'optimisme avait autrefois reposé, était tout ce qui restait. Quelque chose de frais entra dans cette pièce. La colère froide et silencieuse d'une étoile qui s'éteint, plutôt que la colère criarde et hurlante d'une bête encerclée. La colère avec un seul objectif décisif. Quelqu'un ouvrit la porte. Alors que la reine descendait de son dais, lance à la main, Owen sortit dans la lumière, son regard fixé sur elle. Il avait abandonné la cause de l'indépendance. Il se battait pour une conclusion. Au lieu d'une charge, la bataille commença par un flou. Malgré sa petite taille, Zarella montrait une agilité prédatrice dans ses mouvements. Elle testa les défenses d'Owen en le repoussant avec sa lance scintillante. Ses os furent secoués lorsqu'il para avec la petite lame lourde qu'il lui avait donnée. Pas un épéiste, mais un survivaliste et un bagarreur. Chaque blocage était une tentative maladroite et futile de contrecarrer son élégance naturelle et bien affûtée. La queue suivit. Un fouet d'armure sombre et de chair verdoyante se balança depuis sa direction non intentionnelle. Son corps s'écrasa sur le sable, créant un sillon profond, alors qu'il se jetait sur le côté. Ce n'était pas un membre ordinaire. C'était une arme dangereuse qui pouvait penser par elle-même. Son assaut était une tornade de lances de gantelets à griffes et de coups de queue, et elle continuait à le presser. Au fil des secondes, Owen devenait de plus en plus comme un rocher dans un ouragan battu et usé. Ses jambes se dérobèrent sous lui quand elle balaya sa queue bas et s'évanouit avec la lance tirant son bloc haut. Le souffle coupé, il s'écrasa contre la plage. Avec sa lance pointée vers son cou, elle se tenait au-dessus de lui. Une ovation salua l'assassinat. Malgré leur apparence éblouissante, ses yeux exhibaient la finalité glaciale qui convient à un prédateur. « Tu as combattu avec la détermination d'un rongeur piégé », remarqua-t-elle sa voix, un doux ronronnement profond. Sa poitrine lui faisait mal à cause de la pression et il murmura « Plus que je ne l'aurais cru ». C'était ça. Sa première pensée fut « la fin ». Cependant, lorsqu'il leva les yeux pour croiser les siens, il ne vit pas le visage d'une reine, mais plutôt celui de l'homme dont la voix avait résonné en l'absence de Jory. La fureur glaciale au fond de lui éclata. Sur le dos, il ne mourrait pas. Il frappa le plat de son épée contre le sable, libérant encore une fois un jet aveuglant avant de laisser échapper un cri guttural. C'était la même tactique déloyale et pitoyable qu'il avait utilisée auparavant, mais c'était sa seule option. Un sifflement frustré sortit de sa bouche alors qu'elle reculait instinctivement. Cela lui gagna cette précieuse seconde. Ignorant la douleur lancinante dans son épaule et ses côtes, il continua à rouler avant de finalement se relever désespérément. De loin, il réalisa qu'il avait peu de chances de la vaincre. Elle était clairement plus habile que lui. Ce n'est qu'en faisant quelque chose qu'elle n'attendrait pas qu'il pourrait y parvenir. Rayonnant sur sa poitrine, la lance apparut devant lui, une brume argentée. Aucune de ses tentatives pour l'arrêter ne réussit. Alors qu'il se tordait, l'impact traversa le muscle dense de son épaule gauche. Un tourbillon de douleur intense et perçante le traversa. La pointe a tranché la peau et s'est enfoncée dans l'os, l'impact étant si puissant qu'il a presque sectionné son bras. Pourtant, il a réussi à passer sa protection. Elle aurait pu le saisir. Ses mains ont jailli avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir, avant qu'elle ne puisse libérer son venin. Alors que la lance perçait son épaule, il n'y prêtait aucune attention. Il ne se souciait pas que son bras soit en train de saigner abondamment. Ses poings se refermèrent sur la base de sa queue.
D'une poigne de fer, il enfonça ses doigts dans les espaces entre les plaques protectrices. Une énorme onde de choc silencieuse secoua l'arène, à l'instant où leurs peaux se touchèrent. C'était plus une émotion qu'un son. La pression de l'air baissa soudainement et vous sentiez un vertigineux choc dans votre estomac. En un instant, les applaudissements tonitruants des spectateurs furent remplacés par un murmure étouffé. Owen avait oublié la lance de la reine Zarvella, qui était encore enfoncée dans son épaule, et elle se figea. Son corps puissant se tendit, tandis que ses muscles se contractaient. Ses pupilles se dilatèrent, leur couleur jaune-vert brillante, trahissant non pas la colère ou l'agonie, mais un profond et terrifiant étonnement. Tout son corps tremblait violemment et de manière incontrôlable, en commençant par sa colonne vertébrale et en se propageant vers l'extérieur. La queue, qui était une arme mortelle il y a un instant, devint complètement molle dans sa main. Elle avait perdu toute sa force et était lourde et sans vie. Des milliers et des milliers de statues sans vie et sceptiques composaient le public. Ils revivaient un moment de la mythologie oubliée, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. Le sable taché de sang était le son du cliquetis de la lance de Zarella. Inaudible pour quiconque auparavant, son souffle se tendit en un son guttural et étranglé. Graduellement, avec une agonie apparente de l'esprit, elle s'agenouilla. Ses boucles émeraudes cascadaient pour obscurcir son visage aux spectateurs choqués alors qu'elle baissait la tête. La reine Vorlo, qui n'avait jamais perdu une bataille de son règne, avait capitulé. La mâchoire béante, le maître de la reine, fixait. Un pas en arrière était instinctif pour la conseillère royale alors qu'elle regardait depuis les dés son visage écailleux, trahissant son étonnement et son émerveillement. Les pensées des plus anciens conseillers présents résonnaient avec les anciennes lois qui étaient restées non dites pendant des âges. Leur code primordial était si ancré un impératif biologique que c'était un réflexe plutôt qu'un choix. C'était un échec de leur espèce. Celui qui pouvait maîtriser l'épée de la reine, comprendre sa source de pouvoir et en sortir indemne n'était pas son adversaire. Elle lui était subordonnée. Ils étaient partenaires. Juste au moment où le monde devenait noir, leur nouveau souverain Owen, un esclave humain battu et ensanglanté, s'accrochait désespérément à sa queue. Les ombres passèrent rapidement. Dès qu'Owen ouvrit les yeux, il sentit de la soie fraîche contre sa peau et put sentir l'odeur des herbes antiseptiques. Une douleur sourde et lancinante avait remplacé l'angoisse brûlante dans son épaule. Il se trouvait dans une vaste pièce circulaire dont les murs étaient faits du même obsidienne immaculée que le trône de la reine. Perché sur un énorme lit bas drapé de matériaux et de fourrures d'une douceur insondable, il y était allongé. Il n'y avait pas de cellules ici. Une nouvelle sorte de cage avait émergé. Avec un sifflement d'ouverture, Zarella franchit la porte de pierre. Elle ne portait rien d'autre qu'une tunique sans manches en cuir noir et souple, son armure d'arène enlevée, et cela ne faisait rien pour accentuer sa silhouette forte. N'étant plus un danger sa queue, l'arme qu'il avait prise traînait derrière elle son mouvement lent et incertain, devenant un élément de sa posture. La combattante tyrannique avait disparu. Elle avait été remplacée par une boule d'énergie anxieuse. Ses yeux brillants trahissaient un mélange de perplexité, de honte et une autre émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier, une faim troublante peut-être. « Les guérisseurs disent, Gado, que tu vas te rétablir, » rassura-t-elle. Sa voix avait perdu un peu de son tranchant autoritaire, mais elle conservait son ronronnement lyrique. Les gens sont résistants. Owen luttait pour se lever, ses muscles se contractant de douleur. Que s'est-il passé? Dis-moi pourquoi tu t'es arrêté. Elle détourna les yeux, admirant le panorama à couper le souffle de la capitale nationale à travers l'immense fenêtre. Je continuais. Je m'arrêtais. Avec son expression passant de la colère à la fureur, elle redirigea son attention vers lui. Tu as déclenché la première loi du mouvement. Une nécessité biologique, c'est un artefact mythique du long et riche passé de nos ancêtres. Personne ne pensait que cela se produisait encore. Alors qu'il essayait de déchiffrer ses paroles, Owen ne pouvait que la regarder. D'une voix tendue, trahissant son animosité, elle proclama « La loi de la domination. Ma queue est plus qu'une arme. Elle est la source de mon pouvoir et le fondement de mon autorité tant dans le domaine physique que mental.
Si un adversaire parvenait à franchir mes défenses, même après avoir subi une blessure mortelle, et à s'en emparer ma biologie, le percevrait comme un signe de suprématie. Il a lentement pris conscience des ramifications, mais sa volonté n'était plus entièrement la sienne. Les mots « tu dis que tu ne peux pas me combattre » de ses lèvres dans un sourire aigre et comique. Elle parla avec venin en disant « Je ne peux pas te faire de mal. Chaque instinct dans mon corps hurle maintenant que tu es mon compagnon, que je dois me soumettre. C'est mon devoir de te protéger. » Son absurdité était insupportable. Il était passé d'ingénieur esclave à seigneur de cette reine féroce. L'atmosphère était lourde d'une tension électrique et terrifiante. Tout ce qu'il pouvait sentir, c'était elle, un mélange particulier de muscles chauds et d'une qualité métallique rappelant la pluie qui l'accablait. Il y avait plus d'un aspect à l'attraction biologique qu'elle avait mentionné. Lui aussi la sentait. Un lien inné avec la femme forte et menaçante qui se tenait devant lui, un subtil bourdonnement de conscience. Bien qu'il soit son roi, il était son prisonnier. Bien qu'elle l'ait enlevé, elle lui appartenait de droit. Dans ce jeu unique et terrifiant, les règles étaient inconnues des deux prédateurs enfermés dans une cage l'un avec l'autre. Quand la conseillère royale se montra, cela brisa le silence gênant dans leurs appartements. Sans fanfare, elle entra dans la pièce, ses écailles gris pâles aspirant la chaleur de l'air. Avant de finalement se fixer sur Zarvella, sa répulsion non masquée balaya Owen. Un éclat de glace commença à scintiller dans la voix de Scylla, la conseillère de ma reine. Il y a de l'anarchie au sein du conseil. Une explication est exigée par les chefs de clan. Ils n'ont aucune intention de reconnaître cette racaille comme leur souverain. Zarella dit avec un soupçon d'autorité revenant dans sa voix qu'ils sont impuissants. Les lois restent des lois. La revendication lui appartient. Avec une communication subtile et nuancée qui circule entre eux, son attention se tourne vers Owen, alors que Scylla murmure « La loi est un mythe, en référence à une obscure anomalie génétique. C'est sans importance. Il est possible de planifier un petit accident. Un accident, une toxine, qui agit comme un allergène chez les gens. » Les portes de la chambre s'ouvrirent brusquement, ne laissant à Zarvella aucun temps pour répondre. Avec leurs pics énergétiques, qui s'activaient, deux énormes gardes Vorlo, des guerriers du propre clan de Scylla, envahirent la chambre. Alors qu'il se levait du lit, Owen, toujours en sang, saisit une lourde sculpture en obsidienne sur un piédestal, un pitoyable club improvisé. Zarella était rapide comme l'éclair. Il avait rencontré une combattante féroce dans l'arène, plus une femme désorientée et sans défense. Elle se retourna comme une tornade et prit le premier garde par surprise. En le désarmant rapidement, elle lui brisa le poignet avec une attaque de coude et enfonça sa propre pique dans sa poitrine. En voyant la trahison de sa reine, le deuxième garde s'arrêta un instant. Owen n'en demandait pas plus. Il balança l'énorme sculpture sur les genoux du garde dans une fente vicieuse, écrasant une articulation du genou avec un craquement sinistre. Le garde s'effondra hurlant de douleur. Cependant, d'autres figures en armure loyale à Scylla émergèrent du couloir. Leur fuite était imminente. « Ils veulent te tuer et me remplacer en tant que reine », grogna Zarvella, son souffle chaud contre son oreille, « pour pouvoir te revendiquer comme leur propre bien. » Elle combattait à ses côtés, son corps une présence solide et chaleureuse. Son arôme exaltant et sauvage l'envahissait. Il sentit une incroyable poussée d'impulsion alors que l'attraction primitive qu'il avait ressentie plus tôt s'intensifiait. Il méritait que cela soit revendiqué et protégé. Son regard était fixé sur Scylla alors qu'elle retirait un petit couteau à l'apparence sinistre de ses robes. À cet instant, la lutte pour l'existence se fusionna avec la nécessité biologique qui les poussait à être ensemble. Afin de faire face directement à la charge du prochain garde, il poussa Zarella derrière lui. Sa main trouva simultanément la base de sa queue, et il la saisit fermement et possessivement. Ils furent tous deux soudainement secoués par un choc électrique impossible à ignorer. Son corps se cambrant contre le sien, elle laissa échapper un cri perçant.
Tous les yeux étaient rivés sur eux alors qu'ils éprouvaient une passion intense, un conflit physique et un lien indescriptible. Son corps enveloppant le sien, il la pressa contre le mur d'obsidienne glaciale, tandis que les bruits du combat se réduisaient progressivement à un faible grondement. Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un baiser de revendication féroce, non pas d'amour, mais de pouvoir, de survie et de cimentation d'un lien de sang. Sa réticence se transforma rapidement en un désir intense de répondre passionnément. Au lieu de le blesser, ses bras puissants l'encerclèrent et ses griffes s'enfoncèrent dans son dos comme mesure de protection. Chaîne vivante de possessivité, sa queue larme qui l'avait presque tué s'enroule maintenant autour de sa jambe. Dans la chaleur de la bataille, encerclés par leurs adversaires, le monarque prit possession de sa reine à contre-cœur et la loi fondamentale fut accomplie irrévocablement. Sur le sol poli gisaient les assassins fidèles, assis là soit morts, soit mourants. Dès que les choses ont commencé à changer, le conseiller royal a disparu. Se tenant toujours l'un à l'autre et haletant Owen et Zarvella se trouvaient en plein milieu de la dévastation. L'atmosphère était lourde de la charge et des résidus de la bataille, ainsi que de la force intense et primordiale de leur accomplissement. Ses yeux brillants cherchaient les siens alors qu'elle se retirait prudemment, un tourbillon de sentiments contradictoires tourbillonnant en eux. Déshonneur, colère, perplexité et un feu terrible et incontestable. « Le lien est scellé », murmura-t-elle d'une voix rauque. Dans les jours qui suivirent, une règle troublante s'installa sur la capitale. Ce que tu as commencé ne peut être défait. Le monarque humain Owen était l'objet de rumeurs incessantes et de plans sournois. Assis sur un trône fraîchement ciselé, il rejoignit Zarvella, un siège austère et sans ornement en fer et en bois, juxtaposé à son siège élaboré en os et en obsidienne. Il s'assit en silence en tant qu'observateur blessé dans les conseils de guerre. Les fiers guerriers connus sous le nom de seigneurs de clan exhibaient des écailles faites de bronze de rouille et de jade, et il écouta d'abord alors qu'ils débattaient des stratégies. Ils se vantaient de leurs vaillantes charges dans des combats solitaires contre l'ennemi approchant. Le fléau, un essaim insatiable de vaisseaux ruches robotiques, avait déjà dévoré 2 systèmes stellaires voisins avant d'attaquer. Ils étaient largement en infériorité numérique, n'avaient aucune notion de l'honneur et dominaient la course orbitale. Un vieux chef usé proclama en frappant du poing sur la table de pierre que nous affronterons leur champion et écraserons son esprit. Enfin, Owen prit la parole, sa voix basse et suffisamment tranchante pour percer la grandiloquence. Personne ne les soutient. Ils sont dépourvus de passion. Vos vaillants soldats seront réduits à un essaim de petits insectes flottant contre un mur fortifié face à une attaque de machines intelligentes. Une volée de sifflements en colère provint du conseil. La lâcheté est ce que dit l'être humain. Je parle de stratégie, répondit Owen se levant. Une carte topographique du globe était l'objet de son doigt. Le combat singulier et les duels respectables sont le fondement de votre doctrine militaire. Une flotte de bombardement orbital est votre ennemi, et vous voulez mener une guerre de terrain contre eux. Avant même que le premier drone de fléau n'atterrisse, vous serez vaincu. Il commença à esquisser une nouvelle stratégie, mentionnant les points d'étranglement des canyons se cachant des terribles tempêtes magnétiques de leur planète et manipulant leurs pensées en pièges explosifs. Il s'exprimait comme un ingénieur voyant le monde comme un système manipulable. Se cacher dans le sol et gagner par la tromperie était considéré comme sacrilège par les guerriers. Faire cela de cette manière n'est pas Vorlog. Owen répondit simplement « La manière Vorlog vous fera tous tuer ». Le débat continua, mais Zarvella choqua son conseil en ne faisant pas taire Owen. Au lieu de cela, elle écoutait avec la tête inclinée et une lumière inhabituelle dans les yeux. Elle était obligée de le défendre par une loi primordiale, mais ses mots étaient étranges et honteux, et bien qu'elle soit liée à son roi, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si son esprit ne pourrait pas être plus puissant que n'importe quelle lance. Le chef du Nord-Cal,
un homme immense aux écailles de bronze, était l'opposant le plus virulent des nouvelles tactiques d'Owen. Il ne percevait pas Owen comme un monarque, mais plutôt comme une honte pour leur dignité, une affliction dont la simple existence trahissait leur puissance et conduisait finalement à leur chute. Le déclin d'Owen semait les graines de la rébellion, et il était bien conscient qu'il ne pourrait pas triompher dans la guerre sans le soutien des soldats du Nord. Puisque les mots avaient échoué, une nouvelle forme d'argumentation était nécessaire. Owen a formellement défié Cale devant les chefs et les guerriers rassemblés dans la cour d'entraînement principale, non pas à un combat à mort, mais à un duel de soumission. La voix d'Owen résonnait d'une confiance mal assurée, mais il a juré de ne pas tuer Cale, mais il prouverait que sa voix n'était pas la seule. Le rire de Cale était un rire profond et guttural. Ils se firent face sur le sable, Cale, un roc de muscles et d'armure à écailles, brandissant un marteau de guerre traditionnel Vorlag, et Owen, un simple gladiateur armé d'une courte épée et d'un filet rempli de boules d'acier, une arme que les guerriers méprisaient, se tenant entre eux. C'était une reconstitution brutale de la bataille d'Owen avec Zarella pendant les premières minutes du duel. Owen était complètement dépassé, évitant à peine les coups écrasants de Cale. Il était une puce qui prenait le dessus sur un monstre. Cependant, il ne combattait pas la force de Cale. Il combattait ses attentes. Il fit semblant de trébucher une tactique familière et déshonorable. Cale, anticipant une autre manœuvre de lancer de sable, se protégea les yeux et chargea. Owen lança le filet lesté qui s'enroula autour des jambes du chef avec les boules d'acier le serrant fermement. Cale laissa échapper un hurlement de frustration et chancela son élan, le propulsant dans une chute spectaculaire. Cependant, il n'avait pas jeté de sable. En un instant, il était debout et déchirait le filet, mais Owen était déjà en mouvement. Au lieu de poursuivre l'attaque, il s'enfuit et grimpa sur une pile de rochers et de bûches au bord de la cour, tandis que Cale, maintenant libéré du filet, le poursuivait imprudemment, poussé par sa colère. Alors même que le chef commençait à escalader la pile précaire, Owen, perché au sommet, a donné un coup de pied à une seule bûche de clé de voûte, provoquant l'effondrement de toute la structure. Une avalanche de roches tombantes et de bois lourds a enseveli Cale. Il n'a pas été écrasé mais coincé, son marteau disparu, son corps pris au piège. Owen descendit la pente restante et se tenait au-dessus de lui, la pointe de son épée touchant légèrement les écailles de bronze du cou de Cale. « La force n'est pas la seule arme », dit Owen, sa voix résonnant dans le silence stupéfait de la cour. « L'honneur ne vous sauvera pas d'un ennemi qui n'en a pas. » Il retira son épée et tendit une main au chef piégé, mais il n'avait pas porté un seul coup ni versé une goutte du sang de Cale, mais il avait gagné. Les clans du Nord étaient à lui. Zarella regarda tout l'échange depuis le balcon, le cœur battant. C'était une victoire laide, chaotique, brillante. Il avait utilisé son esprit, son environnement et l'arrogance de l'ennemi. Il s'était battu comme un humain. Cale fut libéré à contre-cœur avec l'aide de ses guerriers. Owen se tenait devant lui, sa fierté blessée, mais ses yeux montrant un nouveau respect réticent. Il fit une courte et vive révérence. L'arrivée soudaine de la flotte de Fléau a transformé le ciel d'ambre en un violet maladif et contusionné, et elle a été prise de court par un sentiment de fierté accablant qui n'avait rien à voir avec la loi primale, mais était alimenté par ses sentiments intenses pour l'homme. Son admiration et son respect pour son intellect s'étaient transformés en un brasier déchaîné, rivalisant avec l'intensité du lien physique qui liait son âme à la sienne. Leur apparence était celle d'un essaim de structures cristallines, dentelées, plutôt que de vaisseaux. Ils obscurcissaient les étoiles et grandissaient comme un cancer dans le ciel. Le bombardement orbital commença immédiatement, non pas avec des frappes chirurgicales, mais avec une force brutale écrasante. Les rivières bouillonnaient et les flancs des montagnes s'effondraient, mais les Vorlag n'étaient pas là où le fléau les attendait. Les cavernes souterraines et les systèmes de canyons profonds étaient les cibles du bombardement, alors que les armées, selon les ordres d'Owen, se retirèrent de leurs bastions de surface.
Zarela, positionné à côté d'Owen dans une immense caverne de commandement illuminée par des cristaux lumineux, observait sombrement les scans de la planète avec satisfaction. La première phase fut un succès retentissant. Les premières vagues de drones furent accueillies par une planète qui riposta non pas avec une charge honorable, mais avec des pièges dévastateurs construits par des guerriers Vorlag, utilisant leurs forces brutes et les plans d'ingénierie d'Owen. Des canyons furent effondrés, enterrant des milliers de drones sous des éboulements. Pour la première fois, l'avancée du fléau fut stoppée. Ils étaient en train de gagner. La dernière bataille dépendait de la stratégie la plus audacieuse d'Owen, alors que les évents géothermiques étaient submergés, transformant des vallées entières en zones de mort surchauffées. Les escadrons de guérilla lançaient des attaques depuis des tunnels dissimulés, utilisant des tactiques atrocement efficaces avant de disparaître dans la roche. La guerre était une affaire épuisante et brutalement intense. Alors qu'il le décrivait à Zarela, ses mains volaient au-dessus du panneau de contrôle d'un appareil qu'il avait construit à partir de pièces de navires récupérées et de technologies de cristal Vorlog. Il avait découvert que l'esprit collectif, malgré sa complexité, avait une faille. Il ne pouvait pas gérer les signaux émotionnels paradoxaux. Le code logique des machines ne pouvait pas déchiffrer le mélange chaotique de protection féroce et de soumission complète de la loi primale. Avec son regard fixé sur tout son être, Zarela déclara « Si nous pouvons diffuser la signature biologique unique que vous partagez maintenant, cela devrait créer une boucle de rétroaction qui surcharge la conscience centrale. » Avec leurs vies liées à jamais, ils montèrent au sommet de la grande arène. Une araignée de cristal noir prête à déchaîner le tueur de planètes descendait du vaisseau mère du fléau qui faisait rage en dessous d'eux dans la dernière grande bataille. Owen connecta l'amplificateur au noyau énergétique de l'arène. Il tenait les mains de Zarela, sa peau humaine chaude, contre sa peau écailleuse froide. Ils se regardèrent dans les yeux et elle lui demanda ce qui s'était passé, ni reine, ni esclave, ni Vorlag, ni humain. Alors que leurs lèvres se rencontraient, il la tira contre lui et activa l'appareil. Une vague d'énergie pure, invisible et silencieuse jaillit d'eux. C'était la sensation de sa capitulation dans l'arène, leur union primale face à la mort, la sensation de leurs esprits fusionnant dans la stratégie tout distillée en une impulsion écrasante. Owen se tenait aux côtés de sa reine dans un silence soudain et assourdissant, tandis qu'il contemplait le champ de machines désactivé, puis Zarela. Le vaisseau mère tremblait et ses facettes cristallines clignotaient de manière erratique, créant un cri dans le ciel. En bas, sur le champ de bataille, les drones de fléau se figèrent, leurs membres se bloquant, alors que leur connexion à l'esprit de la ruche était brisée par une vague de pure et belle illogique. Puis d'un coup, ils tombèrent en silence et s'éteignirent. Une nouvelle émotion l'envahit, alors que le soleil se levait.